Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Puy du Fou, la grande trahison de Christine Chamard. C'est l'histoire d'un rêve fracassé, celui de bénévoles, propriétaires historiques du Puy du Fou, et qui se retrouvent dépossédés du fruit de 40 ans de dévouement et d'enthousiasme. Pour parvenir à ce résultat, Philippe de Villiers et son fils Nicolas ont procédé par petites touches successives. Écartant sans ménagement ceux qui se mettaient en travers de leur route, provoquant le départ de centaines de puits-follets, ils ont transféré à leur famille la gouvernance et la quasi-propriété de l'ensemble du groupe Puy du Fou, contrairement à ce qu'ils continuent à affirmer dans les médias. Au travers de témoignages nombreux et bouleversants et en s'appuyant sur des documents chiffrés incontestables, l'auteur rétablit la véritable histoire du Puy du Fou et rend hommage à ses pionniers, figures emblématiques d'un succès qui leur doit tout. Ancienne journaliste, d'abord à Valeurs Actuelles puis dans la presse régionale, installée en Vendée depuis 1993, Christine Chamard a été bénévole au Puy du Fou pendant près de 20 ans. Chapitre 1 : Le piège. Premièrement, il fait froid, il fait nuit, et sur le parking réservé aux salariés du Grand Parc, nombreuses sont les silhouettes emmitouflées qui ronchonnent. Nous faire venir au Puy du Fou un 23 décembre, avec ce temps. Qu'y avait-il de si urgent ? Tu sais quelque chose, toi ? Personne ne sait rien. Les uns et les autres s'interrogent en verrouillant leurs portières. Certains ont reçu le matin même un coup de fil de René Bossard, la secrétaire générale de l'association du Puy du Fou, les convoquant en fin de journée à une réunion extraordinaire du comité directeur. C'est le cas de Michel, mon mari. Directeur de la rédaction du Puy-Follet, le journal interne de l'association du Puy du Fou. Il siège à ce titre au comité directeur dont il est membre de droit. C'est aussi l'un des principaux collaborateurs de Philippe de Villiers au Conseil général, en plus d'être son ami. Michel est devenu en 1993 son conseiller culturel et sa plume. Cette année-là, nous avons quitté Paris, nos enfants sous le bras, pour venir nous installer dans le bocage vendéen, à 2 pas du Puy du Fou. Nous avions découvert le spectacle de la Cinécénie en 1984, l'année de notre mariage. Mon mari est historien de formation, spécialiste des guerres de Vendée auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages. C'est en Vendée que j'ai fait mon voyage de noces. J'ai aimé ce pays avant d'y être installé. Assister pour la première fois à la Cinécénie fut pour nous un véritable choc. Un éblouissement. Au point d'être toujours revenu au Puy du Fou au moins une fois par an, de 1984 à 1993, date de notre installation définitive en Vendée. La beauté du spectacle, l'enthousiasme des bénévoles qui incarnaient sur scène leur propre histoire, la richesse des voix qui s'élevaient dans la nuit, tout nous subjuguait. Jamais nous n'aurions imaginé devenir un jour Puy-Follet. Notre vie était à Paris, où Michel était rédacteur en chef adjoint et chef du service politique du Figaro. C'est à la naissance de notre dernier enfant que nous avons commencé à envisager la possibilité de partir vivre en province. Trop compliqué, la vie au cœur de la capitale avec 4 enfants en bas âge. Le groupe Persan possédait à l'époque de nombreux quotidiens régionaux. Michel pouvait y exercer les mêmes responsabilités qu'à Paris. Personnellement, je me serais bien vu installé à Strasbourg, une ville que j'aime beaucoup. Philippe de Villiers a tout de suite compris où était son intérêt. C'est une chose qu'on ne peut pas lui retirer, il a toujours su bien s'entourer. Le profil de Michel l'intéressait. Nous avions, depuis notre première visite au Puy du Fou, tissé des relations amicales avec lui. J'avais moi-même été son attaché de presse en 1988, à l'époque où il soutenait la candidature de Raymond Barre aux élections présidentielles. Il venait très régulièrement dîner dans notre appartement proche du Forum des Halles. Mes fils se souviennent l'avoir vu dribbler, balle aux pieds dans leur chambre alors que j'essayais tant bien que mal de les coucher. Et nous avions pris l'habitude d'organiser à la maison en son honneur des rencontres informelles avec certains confrères de nos amis,
ravi de profiter le temps d'une soirée de ses formules assassines et de ses imitations du personnel politique. Quand René Bossard l'a appelé ce jour-là, vers 10 heures, Michel était dans son bureau de La Roche-sur-Yon, au 2e étage du Conseil général, l'étage du président. René n'avait pas l'air aimable mais cela ne l'a pas surpris. Elle était souvent bougonne. C'est un genre qu'elle se donnait pour cacher son cœur d'or. Je voulais t'inviter à la réunion exceptionnelle du comité directeur qui se tiendra ce soir, à 19 heures. Ce soir, a dit Michel un peu étonné un 23 décembre. Oui. C'est pour parler du complot de Bruno Retailleau sur Internet, lui a répondu René. Quel complot ? De quoi me parles-tu ? Des jeunes ont lancé une pétition sur Internet pour exiger le retour de Bruno. Marietta est en train de relever leur nom. Tes gars n'y sont pas. Mes enfants ? Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je te disais ça comme ça. À ce soir, 19 heures à l'auberge. Michel a raccroché, abasourdi. Jean-Marie Delahaye, ancien président du Puy du Fou et figure emblématique de la cinécénie, a, lui, été prévenu sur le coup de midi par la secrétaire de l'association, Madeleine Rondeau. Madeleine et René se sont partagé la liste des personnes à avertir. Leurs communications sont brèves, elles ne veulent pas entrer dans les détails. On vous expliquera tout à l'heure. À ce soir. Tout le monde est maintenant arrivé. Ou presque. Jean-Marie Delahaye, qui avait répondu qu'il serait là, manque à l'appel. J'y suis allé par devoir, alors que j'avais eu une altercation avec Philippe le 11 décembre, soit quelques jours auparavant. J'ai garé ma voiture à côté de celle des copains. J'ai ouvert ma portière, mais je n'ai pas pu me résoudre à mettre un pied au sol. J'imaginais trop ce qui allait suivre. Philippe venant à ma rencontre, me prenant dans ses bras pour faire croire à tout le monde que tout était rentré dans l'ordre. C'était au-dessus de mes forces. Je ne supportais plus tout ce cinéma. J'ai refermé la portière, et je suis reparti chez moi. Sur la route du retour, j'ai braillé un bon coup. Je savais que cette fois, c'était vraiment fini. Yvette m'a vu revenir. J'étais parti depuis à peine un quart d'heure. Ce que Jean-Marie Delahaye ignore, c'est que Philippe de Villiers a choisi de ne pas assister à la réunion du comité directeur et de la faire présider par son fils, Nicolas. Pourquoi ? Dans quel but ? Les membres du comité directeur ne vont pas tarder à le savoir. Ils sont un peu plus de 20 autour de la table, au premier étage de l'auberge, l'un des restaurants du Grand Parc. Outre Philippe de Villiers et Jean-Marie Delahaye, 3 autres membres du comité directeur sont absents. Marc Chatry, vice-président de l'association et président du Grand Parc, retenu par ses obligations professionnelles, Benoît Echasserio, le responsable du village d'acteurs du château et Thierry Soulard, le responsable de la pyrotechnie. Bruno Retailleau, metteur en scène de la cinécénie et bras droit de Philippe de Villiers au Conseil général, n'est pas là non plus. La composition du comité directeur a évolué avec le temps. Ses membres, à l'origine élus par l'Assemblée générale de l'association, ont progressivement été remplacés par des membres de droit, nommés en fonction de leurs responsabilités, coordinateurs des différents villages d'acteurs et des services, responsables de l'Académie junior, du journal, de la section culturelle, etc. Ce sont, majoritairement, des salariés du Puy du Fou, dépendant financièrement de l'existence de ce dernier et donc assez peu libres de leur vote. Le silence s'est fait autour de la table. Nicolas de Villiers est assis à côté de René Bossard. Fils du créateur, président de l'association depuis janvier 2004, adjoint au metteur en scène de la cinécénie et directeur artistique du Grand Parc, c'est à lui que revient le soin de veiller au bon déroulement de la soirée. Sa mine est sombre. L'heure est grave, commence-t-il. Une tentative de putsch vient d'avoir lieu au Puy du Fou. Bruno Retailleau a tenté de nier la légitimité de Philippe en faisant circuler une pétition contre lui sur Internet. C'est une trahison que nous ne saurions tolérer. Mon père a immédiatement décidé d'en tirer les conséquences.
Il m'a chargé de vous dire qu'il quittait dès aujourd'hui le Puy du Fou. Autour de la table, c'est la stupeur. La plupart des participants ne comprennent pas un mot à ce qui vient d'être dit. C'est le moment que choisit Bruno Retailleau pour faire son entrée. Il n'a pas été convié à la réunion, mais il a décidé de s'y présenter quand même. Après un moment de surprise, Nicolas de Villiers le regarde s'installer sans un mot. Et passe la parole à René Bossard. Tous les regards sont maintenant braqués sur elle. René déplie une feuille. C'est une lettre de 2 pages, que Philippe de Villiers lui a expédiée le matin même en recommandé, avec accusé de réception, dans laquelle il explique avoir renoncé devant notaire, le 15 janvier 1978, à ses droits d'auteur sur les spectacles puis avoir complété cette convention, le 6 novembre 2000, par un instrument de protection juridique pour que le Puy du Fou ne soit jamais dénaturé ou détourné. Les termes de ce nouveau contrat, signé devant me Pierre Maigre, notaire aux Essarts, l'autorise dans son article 11 paragraphe 1, à résilier le contrat autorisant l'association à présenter le spectacle de la Cinécénie, en cas de modification substantielle dans le statut juridique de l'association, de son mode de fonctionnement ou du mode de réalisation du spectacle. En conséquence de quoi, et considérant que la pétition soutien à Bruno Retailleau comme metteur en scène de la Cinécénie constitue une dérive de l'esprit Puy-Follet, il déclare caduque la Cinécénie dont il est l'auteur, le scénariste et le metteur en scène. Cela veut dire qu'elle ne sera plus présentée sur le site du Puy du Fou, insiste-t-il dans sa lettre avant d'enfoncer le clou. Par ailleurs, par application de la convention signée avec le président du Grand Parc, Marc Chatry, le 1er juillet 2009, je décide la résiliation immédiate du droit de présenter tous les spectacles du Grand Parc et notamment le Chemin Creux, les Vikings, Mousquetaires de Richelieu, les Orgues de Feu, le Bal des Oiseaux Fantômes, Gladiateurs, et naturellement le Secret de la Lance. À compter de ce jour, c'est-à-dire 23 décembre 2009, je mets à fin à l'aventure Puy-Follaise telle que je l'ai voulu dans sa forme actuelle et qui a commencé en juillet 1977. Ma décision répond à un droit juridique imparable et à un devoir moral impérieux. Je vous prie de croire, Madame la Secrétaire Générale, ma chère Renée, à l'expression de ma tristesse. Ce n'est plus vers moi que les Puy-Follets doivent se tourner, mais vers les pétitionnaires putschistes, vers eux et leurs protecteurs discrets. Puy-Follet, je vous aime. Puy du Fou, je t'ai tant aimé. René Bossard a fini la lecture de sa lettre, dans un silence de mort. Toutes les têtes se tournent vers Bruno Retailleau, qui prend la parole d'une voix blanche. J'ignorais tout de cette histoire de pétition sur Internet. Je n'y suis pour rien, je le jure. Je n'ai même pas de compte Facebook. J'ai dû emprunter celui de ma fille pour publier ma mise au point. Vous me connaissez tous assez pour savoir que jamais je ne mettrai en cause la légitimité de Philippe. C'est sûrement l'initiative d'une poignée de Puy-Follets. Je ne la cautionne en rien. Je le jure sur la crèche, ajoute-t-il en cette veille de Noël. Il se lève, se dirige vers la porte et lance à ceux qui s'apprêtent à le crucifier. Je vous laisse délibérer. Insensible au froid qui l'enveloppe, c'est en automate qu'il rejoint sa voiture. Il est si bouleversé que pour trouver un peu de réconfort dans la nuit, il s'arrête une première fois sur le chemin du retour chez des amis de longue date. Pas de chance pour lui. Ceux-ci ont des invités et Bruno Retailleau ne veut pas gâcher leur soirée. Il a tellement le besoin urge d'une épaule fraternelle qu'il s'arrête une seconde fois chez d'autres amis très chers de Saint-Malo-du-Bois, Catel et Éric Baillargeau, qui lui ouvrent grand leurs portes et leurs bras. La porte s'est à peine refermée sur Bruno Retailleau, que Nicolas de Villiers enchaîne comme si de rien n'était. Vous comprendrez aisément que je ne saurais rester au Puy du Fou, si mon père est obligé de le quitter. S'il part, je pars. La panique succède à la sidération parmi les permanents salariés du Puy du Fou. Plusieurs voix se font entendre, notamment celle d'Alain Brochard, directeur technique adjoint du Grand Parc, plus connu au Puy du Fou sous le nom de Tcha-Tcha, et celle de Frédéric Boudot, responsable de la cavalerie. Mais eux, vous partez tous les deux. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de Puy du Fou l'été prochain. Pas de Cinécénie. Pas de Grand Parc.
François Durand frémit à l'énoncé de cette éventualité. Coordinateur bénévole de la pêcherie, il deviendra quelques mois plus tard le premier et le seul salarié de l'association des bénévoles, chargé des relations internes. C'est un proche de Bruno Retailleau, du moins ce dernier le croyait-il. Il s'agite sur sa chaise puis se tourne vers Nicolas de Villiers. Il faut qu'on aille tout de suite voir Philippe, qu'on le supplie de rester. Nicolas, tu sais où il est en ce moment? À cette heure-ci? Nicolas regarde sa montre, je ne sais pas. Peut-être aux Aubretières? François Durand insiste. Si on va le voir, Nicolas, tu crois qu'on a une chance de le faire revenir sur sa décision? Je ne sais pas, peut-être, mais il a été clair, c'est Bruno ou c'est lui. Nicolas de Villiers procède alors à un rapide tour de table. Il lit la lettre que Marc Chatry, absent, lui a fait parvenir. En gros, je souhaite que tout s'arrange, mais s'il faut procéder à l'exclusion de Bruno, je donne procuration pour le faire. Les premières interventions sont sans ambiguïté. René Bossard. C'est indigne de la part de Bruno de remettre en question la légitimité de Philippe. Véronique Besse, oubliant sans doute qu'elle doit à Bruno Retailleau d'avoir pu rester député des Herbiers, quand en 1998 Philippe de Villiers avait envisagé de lui reprendre le siège qui avait été le sien, elle était venue supplier Bruno Retailleau de l'aider à l'en dissuader. Sa mère avait confirmé l'information à sa vieille amie, Jeanne Guichetot. Que veux-tu qu'elle fasse si elle arrête la politique? Elle ne sait rien faire d'autre. Je ne suis pas tellement surprise de ce qui se passe. Bruno a beaucoup changé. Il me déçoit beaucoup, avec son ambition démesurée. Elisabeth Bousseau, directrice salariée de l'Académie Junior. Je ne pourrai plus regarder en face les jeunes à qui j'essaie d'inculquer des valeurs d'honneur et de vérité, si Bruno Retailleau n'est pas sanctionné. Joseph Puot, vice-président de l'association et coordinateur du village de Lille, indépendant financièrement du Puy du Fou et proche jusque-là de Bruno Retailleau et de ses parents, ses voisins de Saint-Malo. Ma fidélité va à Philippe. Je voterai l'exclusion de Bruno, tout en lui gardant mon amitié. Michel Guano, kinésithérapeute aux épaisses, bénévole à la régie et proche de Bruno Retailleau, ce qui ne l'empêchera pas d'accepter quelques jours plus tard une 4e vice-présidence de l'association, créée tout spécialement pour la circonstance. Personne ne saurait contester la légitimité de Philippe. Même son de cloche chez Laurent Albert, directeur général, salarié du Grand Parc, vice-président de l'association et beau-frère de Bruno Retailleau, chez Tchatcha ou encore chez Régis Boudot. S'il y va de la survie du Puy du Fou, alors réaffirmons la légitimité de Philippe. Pierre Firobin, Marc Delahaye, Marietta Bonnefaes leur emboîtent le pas. La légitimité de Philippe va de soi. Michel parle le dernier. Je ne vois pas la nécessité de ce débat. À ma connaissance, personne n'a jamais contesté la légitimité de Philippe au Puy du Fou. Le tour de table est terminé. Chacun s'est exprimé. Nicolas reprend la parole. Très bien. Alors maintenant, on vote pour virer Bruno Retailleau. Et il lève la main. Michel se souvient avec acuité de ce moment très précis. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Le lendemain matin, c'est au bord des larmes, qu'à nos enfants revenus de Paris pour fêter Noël en Vendée, il fera le récit de sa soirée. Jamais, analyse-t-il avec le recul, je n'aurais pensé me trouver confronté à un tel dilemme. Lorsque je suis entré en 2004 au comité directeur, je m'étais imposé un principe à moi-même, ce que personne d'ailleurs ne me demandait, du moins officiellement. N'ayant pas été élu mais nommé à ce poste en tant que directeur de la rédaction du journal de l'association, j'avais décidé que, puisque je devais ma place à Philippe de Villiers qui avait souhaité que je prenne la direction du journal à la suite de Jeanne Guichetot, la moindre des choses était que je lui donne toujours ma voix et que je vote en fonction de ce qu'il souhaitait. Je considérais que ma voix ne m'appartenait pas en propre. Je n'étais pas toujours entièrement d'accord avec ce qui avait été mis au vote lors des comités directeurs précédents, mais cela ne concernait généralement que des sujets techniques.
Le soir du 23 décembre 2009, en revanche, je me suis trouvé pris à mon propre piège. Aujourd'hui encore, je me demande ce que j'aurais dû faire. C'est une date que je n'oublierai jamais, et sans doute le plus mauvais souvenir de ma vie. J'en ai été physiquement malade pendant des mois. Les révélations avancées sur un prétendu complot retailliste n'étaient pas convaincantes. Elles ne constituaient pas un motif d'exclusion, mais ne pas voter dans le sens réclamé par Philippe constituait un manquement à mon engagement initial. J'avais le choix entre voter contre ma conscience et voter contre mon principe de loyauté. J'ai choisi le premier terme de l'alternative, et ce faisant j'ai commis ce qui est, je crois, la seule infamie de ma vie. C'est ce que je ne pardonnerai jamais à Philippe, m'avoir placé implicitement dans cette position. J'ai donc levé la main, mais en me promettant que c'était mon ultime geste de loyauté envers lui. Ce soir-là, j'ai décidé de ne plus siéger au comité directeur, ce dont je me suis abstenu jusqu'à ma démission effective en mars 2010, et de ne plus reprendre ma carte de Puy Follet au printemps suivant. Des années après, je reste hanté par cette soirée. Je me demande toujours si j'aurais dû agir comme je l'ai fait. Je n'ai toujours pas de réponse. Une à une, les mains se lèvent. Aucune abstention. La décision d'exclure Bruno Retailleau est prise à l'unanimité des participants auxquels il convient d'ajouter la procuration envoyée par Marc Chatry. Commentaire quelques années plus tard de Joseph Joselon, l'un des participants, à l'époque responsable de l'accueil et des services. Nous sommes tombés dans un piège. On nous a fait croire qu'il y avait le feu, et que le seul moyen de l'éteindre c'était de renvoyer Bruno. Sans nous laisser le temps ni de réfléchir ni de nous concerter, on nous a expliqué que le Puy du Fou était en danger de mort, et que sa survie dépendait de la rapidité de notre réaction. Nous nous sommes fait avoir en beauté. Curieusement, le compte-rendu signé le comité directeur du Puy du Fou, et qui, fait inhabituel, sera envoyé le 28 décembre 2009 à tous les Puy Follet, sans que les membres du comité directeur aient été consultés sur sa rédaction ou avertis de son expédition, ne mentionne ni le débat ni le vote survenu au cours de la réunion. Officiellement, Bruno Retailleau n'a donc jamais été exclu du Puy du Fou. Le compte-rendu officiel signale simplement que le comité directeur s'est réuni le 23 décembre et a considéré comme absolument inacceptable le recours à Internet pour attaquer le Puy du Fou à travers ses responsables. Le comité directeur a renouvelé, par un vote à l'unanimité, sa confiance à Philippe de Villiers comme metteur en scène du Puy du Fou, et a invité les parties prenantes de ce mouvement destructeur à en tirer toutes les conséquences. Suit la liste des membres du comité directeur présents le 23 décembre, rangés par ordre alphabétique, avec leur nom et leur titre au sein de l'association. Un seul ne figure pas dans la liste, celui de Véronique Besse, alors députée de la Vendée et conseiller générale du canton des Herbiers, pourtant présente le 23 décembre 2009. Allons porter le résultat à Philippe. Nous devons le supplier de rester. Toujours aussi fébrile, François Durand a déjà repoussé sa chaise. Allons tous ensemble lui porter la bonne nouvelle. Nicolas aussi s'est levé, suivi de tous les autres, encore éberlués de ce qui vient de se passer. Tout est allé si vite. Comment en sont-ils arrivés à exclure leur ami, leurs voisins, leurs beaux-frères? Nicolas a parlé d'une pétition sur Internet, mais quelle pétition? Qui l'a vue? Nicolas ne leur laisse pas le temps de souffler. Sans même prendre le soin de vérifier si son père se trouve à son domicile, il pousse la petite troupe vers le parking où sont garées les voitures. Michel hésite à les suivre. Je n'avais aucune envie de prolonger cette horrible soirée en allant baiser la pantoufle, mais un souvenir m'est brusquement revenu à l'esprit, et je me suis dit que, quoi qu'il m'en coûtât, il fallait que j'aille jusqu'au bout de cette nuit pour vérifier mon intuition. C'était plusieurs mois avant la réunion du comité directeur. Philippe, qui sentait bien que je ne m'associais pas au cœur de ceux qui, dans son entourage, approuvaient la façon dont il traitait Bruno depuis qu'il avait empêché son entrée au gouvernement, m'entretenait de temps à autre, en tête-à-tête dans son bureau,
de son contentieux avec celui qui avait si longtemps été son principal lieutenant mais qu'il n'avait pas vu grandir. Ce jour-là, au printemps 2009, il m'avait très clairement dit : « Cela ne peut plus durer. Un jour, je prendrai mes textes sous le bras et je leur annoncerai que je m'en vais. Tu verras, je ne leur donne pas de jour. Ils viendront en délégation, emmenés par le tchatcha de service, me supplier de rester. » Sur le moment, Michel n'y avait pas prêté attention, pensant à l'une de ces rodomontades dont Philippe de Villiers a le secret. C'est en voyant les membres du comité directeur, dont le fameux tchatcha, monter dans leur voiture, que la prédiction lui est revenue en mémoire. Je me suis dit que, malgré ma honte et mon dégoût, il fallait que j'aille vérifier par moi-même si le scénario qu'il m'avait décrit en mars se réalisait en cette nuit d'hiver. Le long convoi de voitures s'ébranle dans la nuit. Direction les Aubretières, à la sortie des Herbiers. C'est là que Philippe et Dominique de Villiers ont élu domicile, à l'ombre du vieux clocher d'Ardelais, à une dizaine de kilomètres du Puy du Fou. L'ancien logis du 17e est caché au regard par une double haie d'arbustes qui griffe à l'occasion le toit des voitures. Il est environ 22 heures. Les voitures se garent à l'extérieur du logis, tandis que les membres du comité directeur pénètrent dans la cour par le lourd porche en bois à 2 battants. La maison est au fond. Un grand corps de bâtiment encadré de 2 pavillons carrés. La nuit est noire. C'est François Durand qui se charge de frapper à la porte, et c'est Philippe de Villiers en personne qui lui ouvre, feignant l'étonnement. Que se passe-t-il ? Son fils, Nicolas, s'empresse de le rassurer. Ils viennent te demander de revenir. Philippe de Villiers sarcastique. Oh, mais c'est la délégation qui vient chercher Charette. Comprennent-ils tous le sens de sa remarque ? Pas sûr. Il fait trop froid. Philippe de Villiers fait allusion à un épisode fameux des guerres de Vendée. Le 14 mars 1793, une centaine de paysans du Marais nord-vendéen, insurgés sans armes ni expérience militaire, se présentent au manoir de Fonteclose, à la Garnache, pour demander au chevalier de Charette, ancien officier de marine, de prendre leur tête. Charette se fait prier puis finit par accepter en fixant ses conditions. Soit. J'accepte de vous commander, mais vous devrez m'obéir aveuglément. Le premier qui n'obéit pas, je lui casse la tête. Philippe de Villiers a toujours voué une admiration folle au roi de la Vendée. Dans quelques années, il fera bâtir au Puy du Fou un bâtiment baptisé le Logis de Charette, dans lequel il aménagera son secrétariat privé. En 2012, il publiera une version romancée de la vie du chevalier breton auquel il s'identifie, et le 11 janvier 2013, les Puy-Follets venus assister à sa conférence auront droit à une scène étonnante. Le créateur posant à côté d'une statue en pied de son alter ego et tirant de sa poche le message que François Athanase vient de lui faire porter pour lui souhaiter bon vent. Poignée de main, embrassade. Les membres du comité directeur pénètrent dans la vaste demeure. Surprise. Une délégation d'une vingtaine de jeunes, conduite par Géraldine et Antoine Besse, le neveu de Véronique Besse, les y a précédés. Eux aussi sont venus prier le maître des lieux, de ne pas les abandonner. Comment ont-ils su qu'il en avait l'intention, puisqu'ils ne font pas partie du comité directeur ? Posté devant la cheminée, le dos aux flammes, Philippe de Villiers s'adresse à l'assistance. Je veux bien pardonner. Mais le pardon ne s'accorde pas sans condition. J'en pose 3. La première, ceux qui ont signé la pétition me feront parvenir des excuses écrites. La seconde, Bruno Retailleau doit être éliminé du Puy du Fou. La troisième, vous obéirez désormais à vos chefs sans contester leurs décisions ou remettre en cause leur choix. Nicolas, si tu nous donnais à boire ? Comme pour un vin d'honneur, les verres sont déjà disposés sur la table. Tandis que les bouchons du mousseux en usage au Puy du Fou sautent, debout le dos au mur, Michel regarde, tétanisé, se dérouler sous ses yeux la scène que Philippe de Villiers lui a décrite quelques mois auparavant. Il tourne la tête pour voir si d'autres sont aussi abasourdis que lui, et croise le regard de Marc Delahaye, puis de Pierre Robin. Aucun n'est dupe. Dominique de Villiers ne s'est pas mêlée à la scène. Elle est restée dans la pièce voisine.
Pour ne pas avoir à prendre un verre, Michel la rejoint. Elle lui montre sa crèche. Nous avons bavardé un instant puis je me suis éclipsé, raconte-t-il. Je ne pouvais plus supporter cette mascarade. Sa soirée n'est pas terminée. Le temps de rentrer à la maison, et de commencer, bouleversé, à me raconter la réunion. Il est près de minuit quand le téléphone sonne. C'est Bruno Retailleau, qui vient aux nouvelles. Il a d'abord cherché à joindre Tchatcha, mais ce dernier, revenu dans la nuit au Puy du Fou pour y récupérer sa voiture, n'a pas voulu lui annoncer son renvoi par téléphone. On en parlera de vive voix. Il a ensuite appelé Marc Delahaye, mais ce dernier a lui aussi botté en touche. Agacé de leurs réponses fuyantes, Bruno s'est dit que Michel, bien qu'il ne soit ni son ami le plus proche ni un retailliste de la première heure, ne se déroberait pas. Dialogue dans la nuit. Personne ne m'a défendu? Non. Tout le monde a voté contre moi? Même Laurent, son beau-frère? Même Joseph? Toi aussi? Oui. Michel mettra des mois à se remettre de cette soirée. Des années plus tard, son souvenir le hante encore. J'ai eu depuis, dit-il, l'occasion d'expliquer à Bruno les raisons de mon vote. J'espère sincèrement qu'il les a comprises. Je me suis retrouvé, ce soir-là, dans une situation que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, et je ne pardonnerai jamais à Philippe de Villiers de me l'avoir imposé. Les fêtes de fin d'année ont un goût amer pour Bruno Retailleau. Pour ne pas gâcher le déjeuner de Noël, qui réunit traditionnellement toute la famille au domicile de ses parents, il a demandé à ses deux beaux-frères, Laurent Albert, vice-président du Puy du Fou, qui vient de voter son exclusion, et Laurent Pinault, directeur de la communication et très proche collaborateur de Philippe de Villiers au Conseil général, de ne pas faire état devant eux la réunion du comité directeur. Il se chargera de leur apprendre la nouvelle de son exclusion le lendemain, 26 décembre. Et devra encore prendre sur lui le 31 décembre, pour assister, toujours en famille, à la soirée que ses parents, pour leurs 50 ans de mariage, ont prévu de longue date d'organiser, au Puy du Fou. Ces 2 dates derrière lui, Bruno Retailleau décide de s'adresser à l'ensemble des Puy-Follais. Sa lettre est datée du 3 janvier 2010. Mes chers amis Puy-Follais, les événements de ces derniers temps, et surtout la lettre qui vous a été adressée récemment, m'ont incité à vous écrire directement et personnellement. Le 23 décembre, lors d'une réunion extraordinaire du comité directeur à laquelle je n'avais pas été invité, j'ai été exclu du Puy du Fou après 32 ans d'engagement au service de notre association. Que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que je voudrais vous expliquer le plus sereinement du monde. Suit l'historique de la dégradation de ses rapports avec Philippe de Villiers. Le 16 novembre, une réunion importante pour la mise en scène s'est tenue au Puy du Fou sans que j'y sois invité, pour la première fois depuis 25 ans. Quelque temps avant, j'avais appris que je ne devais plus écrire l'éditorial du Puy-Follet en alternance avec notre président, comme nous l'avons fait avec Jean-Marie pendant des années. J'ai ensuite rencontré Nicolas qui m'a proposé de m'occuper d'autre chose que de la mise en scène, comme de différents dossiers administratifs du Puy du Fou, accessibilité du site, arrivée du gaz naturel, problème de station d'épuration, etc. C'est après cet enchaînement de déconvenus qu'est arrivée l'Assemblée générale, à laquelle pour la première fois depuis 1978, Jean-Marie n'assistait pas volontairement. Je me suis alors longuement interrogé, pour savoir si je devais prendre ou non la parole. Dire les choses ou les taire. J'ai choisi finalement de m'exprimer, en prenant soin de ne blesser personne pour vous dire tout simplement merci de votre confiance pendant toutes ces années, et pour vous signifier ma volonté de redevenir simple Puy-Follet. Ai-je mal fait? Pour moi c'est une grande souffrance, confie Bruno Retailleau à Ouest France, le 7 janvier 2010. Je ne regrette pas mon engagement total dans l'aventure, je m'interroge sur les raisons qui conduisent à cet acharnement. Car le communiqué adressé le 28 décembre 2009 dans la foulée du comité directeur à tous les Puy-Follais n'a pas suffi à Philippe de Villiers. 2 autres communiqués ont été envoyés,
à la presse cette fois, le 6 janvier 2010. Le premier est une fois encore signé « Le comité directeur du Puy du Fou ». Les journalistes y découvrent la version officielle de la soirée du 23 décembre. Le 22 décembre, une pétition sur Internet a réclamé que Bruno Retailleau soit metteur en scène de la cinécénie. Dans le souci de préserver le Puy du Fou de querelles dérisoires et extérieures, Philippe de Villiers, l'auteur, créateur et metteur en scène de la cinécénie, a décidé de se retirer du Puy du Fou. Le comité directeur, c'est-à-dire l'équipe dirigeante du Puy du Fou, a alors décidé de se réunir le 23 décembre et a considéré comme inacceptable le recours à des pressions extérieures au service de logique personnelle pour attaquer le Puy du Fou à travers ses responsables. Le comité directeur a donc renouvelé, par un vote à l'unanimité, sa confiance à Philippe de Villiers comme metteur en scène du Puy du Fou, et a invité les parties prenantes de cette initiative destructrice à en tirer toutes les conséquences. Nulle mention dans ce texte de l'exclusion à main levée et à l'unanimité de Bruno Retailleau. Le second communiqué est signé Philippe de Villiers. Contacté par le journal Ouest France qui souhaitait l'interroger, il lui a fait parvenir une réponse aussi courte que volontairement insultante pour Bruno Retailleau. Bruno Retailleau me doit beaucoup. Depuis qu'il a eu l'âge de 16 ans, ayant détecté ses qualités, je l'ai porté, promu, élevé et nourri dans tous les sens du terme. Je lui ai fait gravir tous les échelons, en lui accordant à chaque instant une confiance absolue. Je lui demande particulièrement en cette période difficile, d'avoir la décence d'attendre et la loyauté de mettre son énergie, qui est incontestée, et son ambition, qui est grande, au service du collectif et non pas au service exclusif de son destin personnel. Quant à l'œuvre du Puy du Fou, dois-je me justifier d'être le scénariste, l'auteur, le metteur en scène et le créateur de tous les spectacles depuis 32 ans, avec le succès que l'on sait ? En découvrant ce dernier texte dans Ouest France, Michel et Annie, les parents de Bruno Retailleau, sursautent. Une phrase les fait particulièrement réagir. Je les nourris dans tous les sens du terme. Il ne faudrait tout de même pas qu'il inverse les rôles, fulmine Madame Retailleau. Philippe semble avoir oublié les nombreuses fois où nous les avons accueillis et nourris, lui et toute sa famille, au sens propre, notamment à l'Île-Dieu. Pour Bruno Retailleau, en tout cas, la coupe est pleine. Le 7 janvier, il revient à son tour dans les colonnes d'Ouest France sur l'année qui vient de s'achever. Ce que je sais, c'est que 2009 a commencé avec le torpillage de ma nomination au gouvernement, et s'est terminé par mon exclusion du Puy du Fou. 2. C'est la première fois que Bruno Retailleau accuse ouvertement Philippe de Villiers d'avoir fait échouer son entrée au gouvernement. Il n'a pas mis longtemps à comprendre ce qui s'était passé. Tout est parti d'un écho mis en ligne par Le Figaro le lundi 12 janvier 2009 à 23h32 et publié dans ses colonnes le lendemain 13 janvier. Quelques lignes qui déclenchent la fureur de Philippe de Villiers. Un villiériste va entrer au gouvernement. Le sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau, devrait rejoindre l'équipe Fillon. Bras droit de Philippe de Villiers, dont il fut le suppléant à l'Assemblée nationale, sénateur de la Vendée depuis 2004, Bruno Retailleau, 48 ans, serait nommé secrétaire d'État à l'économie numérique, en remplacement d'Éric Besson. À l'approche des élections européennes, Nicolas Sarkozy veut ainsi envoyer un message aux électeurs de Philippe de Villiers. L'information est rédigée au conditionnel, mais elle est de première main. Étienne Moujotte, le directeur de la rédaction du quotidien, qui supervise cette rubrique de brèves confidentielles jugées sensibles, ne se serait pas risqué à la publier sans le feu vert de l'Élysée. S'il a obtenu ce dernier, c'est que Nicolas Sarkozy, connaissant son Philippe de Villiers, a trouvé cocasse l'idée de le faire enrager. Et opportun de lui rappeler qui était le chef de la majorité. Il s'agit dans son esprit, en semant la zizanie entre le Vendéen et son bras droit, d'affaiblir l'élu souverainiste dans son département, de le dissuader de présenter des listes aux élections européennes de juin 2009. Et cerise sur le gâteau, de pratiquer l'ouverture à droite pour calmer la grogne de l'aile conservatrice de l'électorat UMP,
irrité d'avoir vu le chef de l'État faire appel à des personnalités issues du Parti socialiste. Triple avantage donc. Tout à son plaisir machiavélique, le chef de l'État laisse filer l'information. Philippe de Villiers est averti dès le dimanche soir par un proche de l'Élysée de l'Écho, à paraître le lendemain. Bruno Retailleau, lui, dort paisiblement. Personne n'a jugé bon de l'avertir de ce qui se tramait. Ce n'est qu'en répondant au coup de fil de félicitations d'un ami qu'il apprend, le mardi matin, que son nom est dans le journal. Mais non, je ne l'ai pas encore vu. Tu dis que c'est dans le Figaro de ce matin ? Le temps de se procurer le journal, et le téléphone sonne à nouveau. Bruno ? C'est François. J'ai vu l'écho du Figaro, et je trouve que c'est une idée formidable. Je regrette simplement de ne l'avoir pas eu moi-même. Le portefeuille de l'économie numérique tira comme un gant. Compte sur moi pour appuyer ta nomination. Tenté par l'aventure, heureux de voir son travail sur les nouvelles technologies reconnues, Bruno Retailleau connaît trop Philippe de Villiers pour ignorer la façon dont ce dernier va réagir. Aussi s'efforce-t-il de ménager le président du Conseil général dans le commentaire qu'il livre au Figaro, le 14 janvier 2009. Dans l'hypothèse où on me proposerait officiellement d'entrer au gouvernement, j'y mettrais pour condition de rester libre de mes convictions, insiste-t-il. L'éventualité de ma nomination ne changerait rien à mes liens avec Philippe de Villiers et à ma fonction de premier vice-président du Conseil général. Peine perdue. Répondant aux questions du même journal, Philippe de Villiers fulmine, c'est une tentative de débauchage pour me nuire. Et tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Bruno Retailleau n'est pas homme à abdiquer ses convictions. Il va exiger de pouvoir prendre position en ma faveur lors de la campagne des européennes, et j'en sortirai renforcé. Le coup est rude pour le président du MPF qui cherche à sauver la face. Ça prouve qu'ils ont très peur de moi. Bruno Retailleau est mon fils spirituel. Il a vocation à me succéder à la présidence du Mouvement pour la France. Officiellement, la nouvelle va en tout cas être colportée en ces termes au Puy du Fou. C'est par la presse, en lisant le Figaro, que Philippe de Villiers a appris que son dauphin s'apprêtait à rejoindre le gouvernement. Officiellement toujours, il s'en serait réjoui pour lui. Je me suis entretenu avec Bruno Retailleau et je lui ai conseillé d'accepter d'entrer au gouvernement si Nicolas Sarkozy et François Fillon le lui proposent officiellement, assure-t-il au Figaro. La réalité est tout autre. Et c'est François Fillon qui lâche le morceau. Devisant avec les journalistes à l'issue de ses vœux à la presse, le 15 janvier 2009, le Premier ministre revient sur le remaniement et explique pourquoi c'est finalement Nathalie Kosciusko-Morizet qui a hérité du portefeuille de l'économie numérique. Retailleau, on a dû y renoncer puisque De Villiers nous a fait une scène de ménage. On ne va pas déclencher la guerre à De Villiers, alors qu'on voulait au contraire lui faire plaisir. Si nous, Nicolas Sarkozy et lui-même, avions pensé à Bruno Retailleau, c'est parce qu'il est très compétent sur le sujet Internet. En même temps, c'était une façon d'ouvrir à droite. L'idée n'était pas de piquer Retailleau à Villiers ? Insiste un journaliste. Bien sûr que non, répond le Premier ministre. Si tu vas interviewer Retailleau, tu verras qu'il n'est pas content. Pas très heureux en effet, mais fair-play envers celle qui lui a été préférée. Le 15 janvier 2009, jour du remaniement, Bruno Retailleau, beau joueur, déclare au Figaro, Nathalie Kosciusko-Morizet est un bon choix. Elle a une sensibilité sur ces questions, et elle peut compter sur mon soutien. Commencé en fanfare, l'année 2009 est une longue suite d'avanies pour Bruno Retailleau. Philippe de Villiers ne décolère par contre celui qui, dit-il à qui veut l'entendre, a fait des pieds et des mains pour entrer au gouvernement. Ces relais distillent leur poison au Puy du Fou, tandis qu'au Conseil général, c'est Franck Vincent, le directeur général des services, qui se charge de doucher l'enthousiasme des élus, ravis que l'un d'entre eux ait été pressenti pour entrer au gouvernement et qui s'en réjouissent pour la Vendée. Bruno Retailleau ne le mérite pas. Si quelqu'un doit faire partie du gouvernement, c'est le président, s'emporte-t-il devant Joseph Merceron,
le conseiller général de la Motte-à-Chars, qui, profitant de la cérémonie des vœux à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne, a eu le malheur de lui faire part de sa satisfaction. Dans son bureau du Conseil général, Bruno Retailleau fait le dos rond. Sans doute n'est-il pas prêt à dire ouvertement les choses. Le Puy du Fou a fêté l'année précédente ses 30 ans d'existence. La presse a multiplié les reportages sur place. La Patrouille de France a survolé le site, le magazine Que Choisir a plébiscité le parc à thème, le président de la République lui-même a failli honorer de sa présence la cinécénie. Difficile dans ces conditions de faire entendre sa différence. Sauf à tout dire, mais Bruno Retailleau n'est pas encore décidé à franchir le pas. Et Philippe de Villiers en profite pour se donner le beau rôle dans la presse. Le 14 janvier, veille du remaniement, une fois sûr et certain que son bras droit n'entrera pas au gouvernement, il invite un journaliste d'Ouest France à passer le voir au Conseil général et lui accorde une nouvelle interview. L'article paraît le lendemain, jour de l'intronisation de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il est accompagné d'une photo tout sourire du président du Conseil général et titré « Oui à l'entrée de B. Retailleau au gouvernement ». Question du journaliste, qui ignore tout des interventions auprès de Nicolas Sarkozy de son hôte. Bruno Retailleau, sénateur et vice-président du Conseil général, doit-il accepter un poste de secrétaire d'État ? Réponse du président du MPF, tout miel. Oui, je lui ai demandé d'y aller si les conditions qu'il a posées au Premier ministre François Fillon sont acceptées. À l'heure qu'il est, elles ne le sont pas encore. Quelles sont ces conditions ? Interroge le journaliste. Réponse de Philippe de Villiers. Bruno Retailleau et moi, on est comme les deux doigts d'une main sur la même ligne, notamment sur les questions européennes. Et je vais conduire une liste aux européennes. Il est donc essentiel qu'il puisse, à titre exceptionnel, garder sa liberté d'expression dans le débat sur l'Europe, et sur d'autres sujets comme la suppression des départements, institution à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Mais, insiste Philippe Cochereau, vous dénoncez parallèlement une manœuvre. On ne comprend pas très bien. Villiers. Je ne suis pas dupe. Et il s'agit effectivement d'une manœuvre politicienne qui vise à m'affaiblir et à me gêner dans la campagne des élections européennes. Fillon et Sarkozy savent bien que je peux faire un score important, notamment dans l'Ouest. En me piquant mon bras droit, ils pensent me ligoter. Mais si, encore une fois, les conditions posées sont acceptées, je pense que cette participation au gouvernement peut être une bonne chose. D'abord parce que Bruno connaît très bien le dossier du numérique. Ensuite, étant au gouvernement, il pourra pousser des projets vendéens actuellement bloqués, comme l'autoroute A831 entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Bruno Retailleau, qui a vécu de l'intérieur et pour cause, les péripéties qui ont entouré sa non-entrée au gouvernement restent abasourdi devant cette présentation des faits. Et croit rêver, quand Philippe de Villiers remet le couvert au mois de juin. Au lendemain des élections européennes, Nicolas Sarkozy laisse en effet fuiter la possibilité d'un nouveau remaniement et de nouveau le nom de Bruno Retailleau apparaît dans la liste des ministrables. Gouvernement, deuxième chance pour Bruno Retailleau ? Titre Ouest France le 19 juin, déclenchant une nouvelle poussée d'urticaire chez Philippe de Villiers. L'article est signé du même directeur départemental, Philippe Cochereau, qui, rendu prudent dans ses pronostics, tient, d'entrée de jeu, à rappeler que si Bruno Retailleau a dû céder son tour à Nathalie Kosciusko-Morizet en janvier, c'est parce que ce projet avait provoqué la colère de Philippe de Villiers. Cette fois-ci serait-elle la bonne ? François Fillon n'a pas renoncé à son idée, argumente-t-il. Il sait qu'il sera difficile de reprendre la région Pays de la Loire au PS en 2010. Promouvoir Retailleau au gouvernement serait un signal envoyé aux sympathisants du MPF, et une façon d'opérer un rapprochement avec Philippe de Villiers, tout en l'incitant à faire quelques concessions. Échaudé par l'épisode du mois de janvier, Bruno Retailleau, lui, se garde de répondre aux questions des journalistes. Bien lui en prend, son entrée au gouvernement est une seconde fois enterrée. Pourquoi a-t-on cédé à son chantage ? Par lassitude ?
Peur d'une nouvelle scène de ménage? Pour reprendre l'expression utilisée par François Fillon lors du remaniement de janvier? La réponse se trouve à l'Élysée, mais les conseillers du président de la République n'ont pas eu le nez d'anticiper les conséquences locales de la double humiliation infligée au sénateur Retailleau. Le 23 juin 2009, tandis que 8 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement et que Philippe de Villiers plastronne dans son grand bureau de La Roche-sur-Yon, les élites locales vendéennes maugraient devant leur poste. Pour les élus et pour le monde économique vendéen, s'en expliquera Bruno Retailleau, quelques mois plus tard dans les colonnes de Valeurs Actuelles, c'était une chance d'avoir un ministre, un relais à Paris. Ils n'ont pas compris son attitude. La carte jouée par Philippe de Villiers suscite l'incompréhension des responsables économiques du département, qui jugent l'opposition entre les deux hommes contre-productive. Pas plus qu'il n'entend le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPME, vendéenne, Robert Jousset, qui lui reprochera après son éviction du Conseil général, d'avoir lui-même créé ces problèmes. Philippe de Villiers n'entend l'avertissement des maires du département. Un an plus tôt, les édiles se sont organisés pour empêcher un villiériste de prendre la tête de l'association qui les rassemble, lui préférant la candidature du maire de la Ferrière, Yves Auvinet. Il ne fallait pas le laisser tout contrôler, expliquera l'heureux élu. Entouré par des conseillers obséquieux, occupé par ses projets nationaux, enfermé dans une bulle, il ne percevait plus la réalité du terrain. Sourd aux critiques qui montent, Philippe de Villiers renvoie l'ascenseur à Nicolas Sarkozy et intègre le comité de liaison de la majorité présidentielle. Prié de rentrer dans le rang, il est contraint d'accepter. Les finances de son parti sont en berne depuis les mauvais résultats obtenus par sa formation aux dernières élections. 2,23% au scrutin présidentiel de 2007, 4,8% aux européennes, un seul siège sauvé à Bruxelles, le sien. Philippe de Villiers cherche néanmoins à présenter les choses à son avantage dans la presse. Il assure au Figaro avoir toujours eu des relations amicales avec Nicolas Sarkozy sur le plan humain, et dédramatise les choses dans Libération. Cette proposition m'a été faite par Nicolas Sarkozy lors de notre dernière rencontre, raconte-t-il. Il m'a proposé de participer à cette structure. Je pense que ma réponse sera positive. Le ralliement du président du Mouvement pour la France est purement tactique. En expliquant au chef de l'État que, compte tenu de sa toute-puissance locale, il est le seul à pouvoir ramener la région des Pays de la Loire, perdue en 2004, dans le giron de la droite, Philippe de Villiers veut surtout installer un rapport de force. Inutile aux stratèges de l'UMP de chercher à débaucher certains de ses proches à coups de maroquins ministériels. Leurs velléités pour l'affaiblir sont vouées à l'échec. L'ancien secrétaire d'État entend rester seul maître en Vendée, et s'il jure ses grands dieux qu'il ne cherche pas à rejoindre le gouvernement, il fait tout pour s'assurer que ses proches n'y entrent pas non plus. 3. Commencer dans l'incompréhension après le refus de Philippe de Villiers de laisser son bras droit entrer au gouvernement. L'année 2009 s'achève dans les larmes pour Bruno Retailleau. Bien décidé à obtenir la démission du Puy du Fou de son ancien bras droit, accessoirement metteur en scène de la cinécénie depuis 1987. Philippe de Villiers multiplie les vexations à son encontre. Le père et le fils se sont fixé une date butoir, celle de l'Assemblée générale de l'association, traditionnellement organisée début décembre. Leur espoir ? Que Bruno Retailleau profite du grand rassemblement annuel des Puy-Follets pour tirer sa révérence. C'est mal connaître celui dont ils veulent la peau que de penser qu'il va gâcher la grand-messe des Puy-Follets, en leur déballant sa peine et son désarroi devant les tourments qui lui sont infligés. Mais les Villiers sont si pressés d'en finir qu'ils ne doutent pas de la réussite de leur plan. La soirée de l'Assemblée générale est depuis de nombreuses années divisée en deux parties. La première est consacrée au bilan financier de l'année écoulée, à l'approbation des comptes, à l'intervention des différents responsables, aux projets humanitaires, au rapport moral et aux perspectives d'avenir. La seconde, après la coupure du dîner, est plus festive et s'organise généralement autour d'un spectacle ou d'un concert que les plus jeunes prolongent tard dans la nuit.
Celle du 12 décembre 2009 ne déroge pas à la règle. Discours dans le théâtre du Grand Carrousel, buffet sous un chapiteau attenant et retour au show, à 22h30 pour l'entrée en scène de Carlos Núñez, virtuose de la gaïta, sorte de cornemuse galicienne et de son orchestre. La soirée ressemble à toutes celles qui l'ont précédée. La première partie touche à sa fin quand Nicolas de Villiers monte à la tribune. D'un geste de la main, il désigne les personnalités assises devant lui. Je salue la présence parmi nous de notre président d'honneur, Jean-Marie Delahaye. Nul, à l'ouverture des portes, n'a aperçu la haute stature de Jean-Marie, mais personne n'a de raison de douter de sa présence. Jean-Marie, se disent les plus attentifs au discours, a dû se glisser à sa place quand les lumières se sont éteintes. Il se trompe. Jean-Marie Delahaye n'est pas là, et Nicolas de Villiers le sait parfaitement. L'ancien maire est chez lui, entouré des siens. Le matin même, sa femme a prévenu ses enfants que pour la première fois de sa vie leur père sécherait l'assemblée générale pour ne pas avoir à cautionner ce qui s'y dirait, et tous ont annulé leurs obligations pour venir passer la soirée avec lui et l'entourer de leur affection. Il faut attendre le discours de Bruno Retailleau, pour qu'enfin les Puy-Follet commencent à réaliser que, décidément, quelque chose ne tourne pas rond dans la soirée. Jean-Marie n'est pas là, et je sais pourquoi, dit-il sans élever la voix. Il n'en dira pas plus ce soir-là. Face aux Puy-Follet, il préfère rappeler la toute première fois où il est monté à la tribune. C'était il y a 25 ans, à Beaurepaire. Les assemblées générales, à l'époque, étaient tournantes. C'était la première fois que je faisais face à la masse des Puy-Follet. Ils étaient moins nombreux que ce soir, mais tout aussi attentifs. Son discours est bref, empreint d'une gravité inhabituelle. Ma génération a eu cette chance de connaître les débuts du Puy du Fou. Cela ne donne aucun avantage, aucun privilège. Simplement, cela permet de nous souvenir que le succès est un succès chèrement acquis, dans la sueur de beaucoup de Puy-Follet qui ont beaucoup donné. Il faut garder en mémoire le point d'où nous sommes partis, le port que nous avons quitté il y a 32 ans. Si ce sont les circonstances, le hasard qui nous ont amenés au Puy du Fou, ce n'est pas le hasard si le Puy du Fou nous a retenus, nous a captés. C'est l'amitié. On aime le Puy du Fou car on aime les Puy-Follet. On vient ici pour bâtir une communauté, une cité heureuse. Personne dans la salle ne songerait à le contredire, mais voilà que Bruno Retailleau enchaîne avec ses vœux au Puy-Follet puis au Puy du Fou, ce qui est à la fois logique et inhabituel. Le Puy du Fou est une belle chose. Je lui souhaite bon vent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est dit d'une voix si triste que chacun en l'entendant sursaute et se tourne vers son voisin. Tu as compris la même chose que moi? Bruno s'en va? C'est cela qu'il vient de dire? Il démissionne? Impassible, Philippe de Villiers vient de lui succéder au micro. Il porte des lunettes noires qui protègent ses yeux fragiles de la lumière et masquent son regard. Bruno s'est rassis. Il n'assistera pas à la deuxième partie de la soirée, se contentant de serrer la main à ceux qui viennent aux nouvelles pendant l'entracte. Chronologiquement, c'est ainsi que l'Assemblée générale du 12 décembre n'ayant pas donné les résultats escomptés, les Puy-Follet, notamment les plus jeunes, virent apparaître quelques jours plus tard sur Facebook une page intitulée « Pour le maintien de Bruno Retailleau comme metteur en scène de la cinécénie », qu'ils s'empressèrent de liker à tout va sans se rendre compte qu'ils tombaient dans un piège. Et que les plus anciens, membres du comité directeur, se retrouvèrent convoqués au Puy du Fou un 23 décembre pour décider à main levée de l'exclusion de leur ami. Le réveil est douloureux. Tandis que les visiteurs, dès le lendemain du comité directeur, se succèdent au domicile des Retailleau pour entourer Bruno de leur affection ou tenter de lui expliquer, parfois en pleurant, les raisons de leur vote, la rumeur de son renvoi se répand comme une traînée de poudre parmi les Puy-Follet. Difficile pour ceux qui apprennent à Uri la nouvelle de comprendre comment on a pu en arriver là. Tu dis qu'il a été viré par les Villiers? L'information paraît si incroyable qu'il faut la répéter, l'expliquer, revenir à la séance du 23 décembre. Bercé depuis des années de l'illusion d'appartenir à une grande famille,
les Puy-Follet découvrent atterrés qu'il n'en est rien, et que leur propre metteur en scène, leur ami, celui qui, comme eux, a tout donné au Puy du Fou et fait preuve d'une fidélité et d'un dévouement exemplaires, peut être congédié arbitrairement d'un claquement de doigts. La tempête souffle sur le bocage. Onde de choc au Puy du Fou. Titre Ouest France qui n'hésite pas à parler de coups de tonnerre, de divorce, d'incompréhension chez les bénévoles. Loin de jouer l'apaisement, Philippe de Villiers souffle sur les braises et accuse Bruno Retailleau d'être à l'origine de la crise. Aujourd'hui il veut tout, partout, tout de suite. Le président du MPF enrage et, dans sa colère, renie l'apport pourtant essentiel des Puy-Follet dans la réussite de son spectacle. Le Puy du Fou, c'est moi, répétera-t-il plus tard. Au Puy du Fou, vous êtes chez moi. Ce qui est clair dans son esprit ne l'est pas dans celui de la majorité des Puy-Follet, qui suivent dans Ouest France le duel entre les deux hommes. Responsable de la page des herbiers, dont dépend le Puy du Fou, Nicolas Hickel ne sait plus où donner de la tête. D'un côté Philippe de Villiers et son fils Nicolas, qui multiplient les anathèmes et font pression directement sur sa rédaction en chef, de l'autre, les Puy-Follet, sommés de choisir leur camp et dont il mesure chaque jour qui passe le désarroi. Sa messagerie déborde bientôt de courriels qui lui sont directement adressés, ou envoyés en copie. Traumatisés par la brutalité du renvoi de leur ami, les Puy-Follet éprouvent le besoin de se confier et de réagir à chaud. Nicolas Hickel perçoit leur souffrance. Leur monde s'écroulait. Persuadés depuis des années d'appartenir à une seule et grande famille, le terme revenait dans chacun de leurs messages, les Puy-Follet découvraient effarés qu'ils n'étaient que des pions. Révocable à merci. Même son de cloche sous la plume de Thierry Soulard, dépêché d'Angers par le Courrier de l'Ouest pour couvrir la crise qui secoue le bocage vendéen. Les Puy-Follet, écrit-il, oscillent entre colère et tristesse et ne comprennent pas ce qu'on peut reprocher à celui qu'ils appellent amicalement Bruno. Son analyse fait, elle aussi, remonter le désaccord entre les deux hommes à plus d'un an. Bruno Retailleau, raconte Thierry Soulard, a petit à petit pris une certaine autonomie, une liberté de parole et d'action. Brillant et travailleur, il a commencé à faire entendre sa voix au Sénat comme en Vendée et séduit François Fillon qui lui a proposé à 2 reprises une place au gouvernement. Est-ce cette volonté d'indépendance de son poulain, ou cette reconnaissance des plus hautes autorités de l'État qui a fâché le président du Mouvement pour la France? À 2 reprises, Philippe de Villiers s'est montré hostile à l'entrée de Bruno Retailleau au gouvernement, et n'a pas hésité à intervenir pour que ça ne se fasse pas. Plus éloigné géographiquement du Puy du Fou que son confrère d'Ouest France, Thierry Soulard n'en est pas moins excellemment informé. Certains Puy-Follet, raconte-t-il, ont écrit leur colère sur des blogs. D'autres ont pris leur plume pour écrire au chef leur désappointement. Anonymement pour la plupart, de peur d'être exclus parce qu'ils savent qu'au Puy du Fou on se soumet ou on se démet. Les premières lettres que les 2 journalistes ont pu lire sont arrivées chez Philippe de Villiers, quelques heures à peine après l'exclusion de Bruno Retailleau. La première est signée de la main de Christine Arnaud, la propre fille de Jean-Marie Delahaye. Écrite aux Herbiers dans la nuit du 23 au 24 décembre 2009, déposée chez Philippe de Villiers, elle revient d'entrée de jeu sur l'histoire de la grande famille. Si la loyauté et le respect de chacun ne sont plus de mise, alors l'esprit de famille est un vain mot, l'esprit du Puy du Fou, une belle illusion. Pour la simple Puy-Follaise de la première heure, comme elle signe sa lettre. S'il suffit au Puy du Fou de dire ce qu'on pense pour être évincé ou mis sur la touche, être considéré comme traître, alors on n'est pas loin de ce qu'a vécu ce cher Alexandre venu au Puy du Fou nous parler de son goulag. Adressé à Philippe de Villiers ainsi qu'à certains membres du comité directeur, sa lettre est une lettre de démission. Alors monsieur, c'est ainsi qu'elle s'adresse à Philippe de Villiers, se refusant à le tutoyer plus avant, je vous offre ma démission et sans regret car le Puy du Fou d'aujourd'hui n'est pas celui dont vous m'avez fait rêver il y a une 30aine d'années. C'était un beau rêve certes, mais il n'est plus.
La seconde lettre est adressée à Philippe de Villiers mais aussi à Bruno Retailleau, à Jean-Marie Delahaye, aux membres du comité directeur et à 2 ou 3 autres responsables. Datée du 2 janvier 2010, elle est signée Morgane Elino, jeune fille de 20 ans, partie poursuivre ses études pendant 1 an à Taïwan et qui n'a découvert que pendant ses vacances de Noël l'ampleur de la crise qui secoue le Puy du Fou. Puy-Folaise depuis 10 ans, Morgane éprouve avant de repartir le besoin de vider son cœur et son sac. Sans rien renier de ses 10 ans de passion intacte, ni de l'admiration qu'elle a longtemps portée au créateur de génie du Puy du Fou, la jeune étudiante, fille d'amis proches de Bruno Retailleau, tient à rappeler le profond respect qu'elle doit à ce dernier, à cet homme qui a si longtemps accompagné Philippe et ennobli le Puy du Fou par son parcours exemplaire depuis Follet. Je ne reconnais plus, écrit-elle, le Puy du Fou. Je ne veux pas d'une identité puy-folaise, si elle induit un engagement auprès d'une personne et non plus d'une œuvre. Je ne veux pas être un membre volontairement sourd et aveugle d'une association, où les rapports perdent de leur sincérité. Je ne veux pas accepter un contrôle de l'expression, et une interprétation totalitaire des questions que se posent les Puy-Folais. Je ne veux pas chercher à atteindre avec tous mes camarades le beau et le vrai en approuvant de telles décisions et de tels événements. Je préfère quitter ce rêve avant d'en être déçu, et garder dans mon cœur ces souvenirs d'enfant et cet amour que j'ai pour le Puy du Fou. Démissionnaire, la jeune fille, pour expliquer son cheminement, cite à son tour l'auteur de l'Archipel du Goulag. Ce départ m'est inspiré par 2 souvenirs que je partage avec les Puy-Folais et les Vendéens. Le premier, celui d'un courageux Alexandre Solzhenitsyn venu se recueillir sur nos terres de souvenirs, et qui avait tant lutté contre ce contrôle des esprits et de l'opinion. J'ose espérer que vous penserez à lui, lorsque vous serez confronté au choix difficile d'écouter les voix puy-folaises, ou de les dissoudre dans une version officielle. Le second est la conclusion d'un ouvrage qui m'a, je dois l'avouer, longtemps servi de livre de chevet. Je ne sais pas combien de temps durera l'aventure puy-folaise. Je voudrais simplement adresser à tous les enfants qui liront ce récit le message simple de ce que nous avons vécu, dans la confiance et l'amitié, sur ce lieu naguère ignoré où l'âme respire amplement. Ce message est très simple, faites des rêves, vous les accomplirez. J'ai suivi humblement vos conseils, Philippe, conclut Morgane, et j'ai rêvé de faire partager l'aventure à mes futurs enfants. Lesquels ne connaîtront pas, je le pense désormais avec tristesse, la confiance et l'amitié dont vous parliez dans ces lignes. Mises soigneusement de côté par les 2 journalistes, ces lettres de démission ne sont pas destinées à être publiées dans la presse. Écrites sous le coup de l'émotion, elles ne sont que le reflet du traumatisme qui gagne les Puy-Folais. Trouver quelqu'un qui se laisse interviewer et accepte de parler à visage découvert relève de la gageure. Morgane, la jeune étudiante, s'est envolée pour Taïwan. Christine Arnaud a dit ce qu'elle avait à dire. Les Puy-Folais qui s'épanchent ne veulent pas voir leurs propos publiés. Vous ne dites surtout pas que cela vient de moi, supplie-t-il les journalistes, tandis que la paranoïa s'installe. C'est qu'il ne fait pas bon dans le bocage émettre des réserves sur le Puy du Fou, ou s'interroger à voix haute sur les décisions prises par ses dirigeants. Si vous n'êtes pas avec moi à 99%, vous êtes contre moi, déclarait déjà Philippe de Villiers au Puy-Folais de la première heure. Dans ces conditions, comment s'exprimer? Donner une interview? Absolument impensable. Seuls les démissionnaires pourraient s'y risquer, mais ils ne sont pas encore légion. Facebook voit fleurir des pages telles que « Appel à la réconciliation puy-folaise, je parraine Bruno s'il veut devenir Puy-Folais », pour tous les Puy-Folais qui se posent des questions, les oies puy-folaises. Les parodies qui circulent sur le net témoignent de la violence avec laquelle la nouvelle de l'éviction de Bruno Retailleau a été reçue. Ouest France s'en fait l'écho et cite l'une d'entre elles, directement inspirée du spectacle de gladiateurs du Grand Parc. Extrait. Puy-Folais 2. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Bruno est un Vendéen, Puy-Folais de la première heure, que l'on ne peut convaincre d'aucun crise de lèse-majesté. Il avoue seulement vouloir continuer à participer à la mise en scène. Et vous le condamnez,
Vous le désignez à la vindicte pour vos peurs personnelles? Président. Je n'ai que faire de vos leçons prétentieuses. Demandez pardon à Philippe et à moi, Nicolas de Villiers, pour vos blasphèmes et pour avoir une chance d'avoir une carte en 2010. Cessez d'en vouloir à notre famille, et de haïr le comité. Qu'on en finisse. Faites entrer les prisonniers de Facebook. C'est dans ce climat de grande tension qu'une Puy-Folaise, sans doute plus téméraire que les autres, finit par accepter de répondre à visage découvert aux questions d'Ouest France. Son interview paraît le 13 janvier 2010. Annoncée en une, elle fait l'effet d'une bombe. Jamais un Puy-Folais n'a osé s'exprimer sans y être invité. Il est arrivé que le service de communication du Puy du Fou mette en avant le profil ou l'exemplarité de tel ou tel Puy-Folais et lui permette de répondre à des questions, mais une interview sauvage? Jamais, au grand jamais. Monique Blin a pris le temps de la réflexion. Elle en a discuté avec son mari, Julien, Puy-Folais comme elle. Elle a pesé et sous-pesé les risques, tourné et retourné le problème dans sa tête, puis elle s'est lancée. Dans le vide et sans parachute. Son témoignage dit sa déception. J'ai décidé de témoigner à cœur ouvert. Pas pour défendre Philippe de Villiers, pas pour soutenir Bruno Retailleau. Je suis entré au Puy du Fou en 1993, et j'ai été responsable d'un groupe de Puy-Folais de la Cinécénie pendant 13 ans. J'ai cédé ma place à la fin de la saison dernière. Je ne me sentais plus capable de porter un groupe dans des valeurs qui ne sont plus les miennes. Je suis encore Puy-Folaise, mais je m'interroge. Faut-il partir? Avant, ça me faisait du bien de venir au Puy du Fou. J'oubliais tous mes soucis. Je n'avais pas besoin de me poser de questions. J'y ai passé du beau et du bon temps. Il n'y avait jamais de place pour la politique, surtout pas. Aujourd'hui, je suis déçu. J'ai toujours pensé que ce conflit-là ne viendrait pas jusqu'au Puy du Fou. Je constate que la notion de profit est très présente depuis le changement de présidence en 2004. Je ne mets pas en cause le président. Le Puy du Fou a besoin de beaucoup d'argent pour investir dans de nouveaux spectacles. Mais l'orgueil a pris trop de place. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.